Bonjour Jérôme Pierrin. Bonjour. Vous êtes spécialiste du grand banditisme, vous avez publié de nombreux articles, livres, voire même des scénarios. Et vous êtes souvent dans les documentaires pour expliquer et comprendre ce que c'est que le grand banditisme. Et la raison pour laquelle je voulais qu'on prenne le temps ce matin avec vous, c'est qu'on a l'impression que ça explose de partout. Alors évidemment, j'imagine que moi, avec mon regard de néophyte, ça vous fait sourire. Mais enfin, quand on regarde quand même les villes... Ça explose vraiment de partout. Ouais. On parlait de Marseille, évidemment, depuis longtemps, mais on parle désormais aussi de Valence, de Montpellier, d'Orléans, de Nantes, de la Moselle. Est-ce qu'il y a un territoire en France qui échappe au grand banditisme désormais, qui échappe au règlement de compte, qui échappe à ces morts ? Qui échappe d'ailleurs pas forcément au grand banditisme, mais au trafic de stupes plus simplement. Et c'est peut-être ça qui est le plus inquiétant. C'est-à-dire que les règlements de compte qui étaient l'apanage de la grande criminalité il y a encore quelques années, ou de la criminalité organisée, comme on l'appelait, enfin, une espèce de Champions League de la délinquance. Aujourd'hui, les petits délinquants, moyens délinquants, trafiquants de stupes, voilà, même quasi en zone rurale, utilisent les mêmes méthodes et se flinguent allègrement à l'arme de guerre. Donc oui, non, c'est pas juste une impression. C'est-à-dire qu'on est parti des grands centres urbains il y a quelques années qui concentraient le trafic assez logiquement. C'est des hubs commerciaux, il y a un bassin de clientèle, donc c'est là que ça frémissait. Et puis le trafic de stupes, il s'est installé comme ça. Il a distillé voilà, son venin. Il a essaimé un peu partout en France, comme une espèce de toile d'araignée, voilà, essayant de se loger un peu partout, parce que partout, il y a des consommateurs. On n'est pas dans les stupes que dans les grandes villes. Et donc, voilà, le mouvement de ce règlement de compte qu'on peut détailler après a suivi, en fait, le trafic de stupes. Voilà, les méthodes. Ça pose le décor. Un décor, une toile d'araignée qui s'est diffusée tout au long de la France, qui est sorti aussi des villes, qui est désormais compris dans le monde rural, dans les petites villes. Voilà, là où vous avez des petits trafics qui naissent, voilà, parce qu'il y a un petit bassin de population, ou alors ça soit en Moselle, on est au carrefour de 3 frontières, la Villerupt dont on a parlé il y a quelques semaines. Voilà, donc Pourquoi Villerupt ? Si on s'arrête là-dessus, après on va essayer de comprendre qui sont les acteurs de tout ça, qui sont d'ailleurs parfois très jeunes, les acteurs, les tueurs, les victimes, et puis le rôle ensuite de la police, de la justice et la manière dont éventuellement on pourrait enfin solutionner tout ça. Mais si on regarde, vous le disiez, la Moselle, qu'est-ce qui s'est passé en Moselle ? Ah oui, non, mais c'est hallucinant. S'il y a 20 ans, on vous disait, il y a des flingages à l'arme de guerre en Moselle, enfin bon, ça paraissait surréaliste aujourd'hui. Non, c'est qu'il y a dans cette ville un point de deal, parce qu'on est au croisement des frontières, des axes routiers, donc c'est comme un môle, si vous voulez. Peu importe la taille de la ville, c'est la situation géographique. C'est comme à Marseille, on va y revenir. Il y a des spots qui sont plus ou moins visés, ou à Saint-Ouen à Paris, parce qu'on est aux portes de Paris, c'est facilement accessible pour les consommateurs. C'est une histoire de consommation et de commerce. Donc voilà, donc Villerupt, manque de peau pour cette ville. Elle est à un endroit bien placé pour les trafiquants, mal placé pour les habitants. Voilà. Et pourquoi est-ce que ça tire ? Pourquoi est-ce qu'il y a des victimes maintenant ? Alors, on a l'impression davantage qu'il y a quelques années. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un grand coup de pied dans la fourmilière ? Est-ce que c'est la résultance d'une lutte contre le trafic qui marcherait mieux ? Ou est-ce que c'est tout simplement qu'il y a des moments comme ça d'ébullition ? Non, c'est même pas ça. Il y a un phénomène de banalisation assez triste. C'est-à-dire qu'à partir des années 2000, on a vu apparaître ces règlements de compte. Et puis après, il y a le temps que ça se répande, en gros, que ça se banalise dans cette population. Et puis après, il y a ce qu'on appelle un effet d'escalade. C'est comme dans une guerre classique entre deux États. Il y a un moment, celui qui appuie sur le plus gros bouton, si vous voulez répondre, vous êtes obligé de surenchérir, appuyer sur le plus gros. Donc, en gros, ces règlements de compte, ils ont commencé en 2005. On se tirait dessus dans les quartiers nord au fusil de chasse. Il y avait de rares morts et tous les je sais pas combien. Et c'était des vieilles armes qu'on trouvait chez Pépé. Sont apparues ces armes de guerre, ils ont mis un petit peu de temps, ils les ont regardées, ils sont auto-célébrés avec devant leur glace, et puis il y a un moment, il y en a un qui l'a sorti. Et puis le moment où il y en a un qui l'a sorti, en face, si vous voulez continuer de jouer dans le grand trafic, vous êtes obligé de répondre, sinon tout le monde se couche et puis vous laissez la place. Donc le voisin a sorti la sienne, et puis donc ça ne peut qu'empirer quand on et donc on est parti, on a banalisé ça dans les grandes villes, et puis les petits gars dans les trafics un peu subalternes de villes de petite, moyenne importance ont commencé aussi à s'y mettre. Il y a un phénomène de mimétisme là-dedans. Alors à Marseille, on est bien loin maintenant du simple règlement de compte, parce que cette phase-là, ils l'ont dépassée il y a 10 ans. Ils ont commencé par ça. Après, ils ont fait des espèces de tueries de masse. C'est-à-dire qu'avant, on visait un type. Après, on a visé des voitures avec 5 types. Après, on a commencé à faire ce qu'on appelle des fantasias. C'est-à-dire, on allait dans les cités, on tirait en plein jour sur les façades d'immeubles ou en l'air pour terroriser, non pas la population, mais les gens qui tenaient le point de deal qu'on voulait récupérer, ou voilà. Et puis maintenant, on tire dans le tas directement sur le point de deal. Avec des victimes collatérales qui sont des personnes âgées, qui sont des mères
mère de famille. Ah bah, quand vous tirez à l'arme de guerre, vous avez 18 ans, que vous ne savez pas vous en servir avec une Kalachnikov qui porte à plus de 1000 mètres, oui, forcément, avec 30 balles dans le chargeur. Elles viennent d'où ces armes? Qui les achète? Qui les vend et ça coûte combien? Alors, les armes, traditionnellement, elles venaient des pays, des ex-pays en guerre. Donc, pour nous, c'était l'ex-Yougoslavie, les pays des Balkans, voilà, Serbie, Albanie, etc., etc. Bon, il y a eu une guerre qui a duré assez longtemps dans les années 90. Ils se sont retrouvés avec des stocks d'armes assez monstrueux. Et puis, ça a commencé à venir en Europe. On les vendait. C'est un trafic de fourmis. Alors, déjà, c'est ce qu'il faut préciser. Le trafic d'armes en soi, c'est pas une vraie filière criminelle. Ça rapporte pas assez d'argent. C'est pas rentable. C'est toujours un trafic annexe. Ça va avec le trafic de stupes, ça va avec le braquage, ça va avec, voilà. Mais en soi, donc, c'est un trafic de fourmis. C'est des gens qui rapportent 1, 2, 3, 4 pièces quasiment à la commande, en flux tendu. Il y a très peu de stocks. On en trouve de temps en temps, mais très, très peu. Le plus gros stock qu'on ait trouvé, il y a une quinzaine d'années, c'était une cinquantaine de Kalachnikov. Depuis, on n'en a pas retrouvé autant. Donc, elles viennent à l'unité quasiment. Donc, en gros, voilà, ça vient en flux tendu. Donc, ça va venir dans des voitures individuelles, dans des cages, dans des lignes de bus internationaux. Enfin, vous avez à peu près tous les systèmes de ce petit trafic de fourmis. Ça, c'est ce qu'on avait habituellement. Sauf que cette source, elle commence à se tarir dans les Balkans à force de vendre leurs Kalachnikov et leurs pistolets automatiques. Ils en ont plus tant que ça. Il y a une deuxième source qui apparaît depuis quelques années. Ce sont ce qu'on appelle les armes démilitarisées. C'est-à-dire que sur Internet, plus précisément sur le Darknet, mais il y a d'autres sites aussi, vous pouvez acheter des armes de collectionneurs qui sont démilitarisées. Donc une Kalachnikov, par exemple, où il manque des pièces, on l'a rendue, en tout cas, non fonctionnable. Elle ne peut pas vous l'acheter, c'est pour mettre dans votre salon si vous avez des goûts un peu spéciaux. D'accord, donc il y a des gens qui achètent une Kalachnikov pour la mettre sur le mur. Il y a des types qui mettent ça sur leur armoire, et sur leur buffet. Et ces armes-là, vous pouvez aussi acheter pas mal de pièces détachées. Donc vous remettez... Vous avez compris l'histoire, vous remettez ça dans votre cave pour un peu que vous ayez quelques connaissances ou un copain armurier clandestin. Alors ça se fait dans le milieu des collectionneurs, qui est assez important en France, les collectionneurs d'armes. C'est là d'ailleurs où on fait les plus grosses saisies, sauf que ce milieu, il est poreux. Les types, ils restent pas entre eux à cacher leurs armes et à s'en parler secrètement sous le manteau. Donc forcément, comme dans ça finit par se savoir. Oui, puis les collectionneurs, ils échangent, ils revendent des pièces pour acheter autre chose. Donc au bout d'un moment, ça essaime. Et si vous allez un peu traîner là-dedans, vous allez avoir des gens qui font la jonction. Voilà. Donc ça, c'est les multiples. Après, vous avez des pays qui vendent des espèces de pistolets d'alarme qui sont transformés. Alors ça, c'est... Est-ce qu'on peut imaginer, parce que vous dites que ça vient souvent des ex-pays en guerre, est-ce qu'on peut imaginer que si la guerre en Ukraine enfin se termine, les armes qui sont en circulation là-bas finissent par revenir par ce marché dans les années qui viennent? C'est à peu près le mouvement perpétuel classique, hein, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a... Ça vous paraît assez prévisible? Bah oui, il y a de fortes chances qu'on les voit revenir, à moins qu'ils les vendent pour des destinations plus lucratives. C'est-à-dire d'autres pays en guerre qui auraient besoin d'armement. Fut un temps, la Syrie absorbait pas mal des armes des Balkans, etc., parce qu'ils en avaient besoin. Donc voilà. Là, on parle de Kalachnikov, Jérôme Pierrat. Il semble que des grenades apparaissent également, des grenades sur ce genre de théâtre de ville française. Les grenades, moi j'en avais filmé dans un documentaire il y a plus de 10 ans. Le type, on avait un sac complet, ça valait 50 €, des grenades quadrillées. Donc c'est pareil, il y a longtemps qu'on voit circuler. On a même vu des lance-roquettes il y a 15 ans circuler, sauf que les gens les sortaient pas. Là, la crainte notamment de la PJ marseillaise, effectivement, c'est de voir apparaître, d'avoir des lancers de grenades. C'est-à-dire des types, puisqu'on en est à une politique de terreur, d'intimidation, etc., et non plus d'assassinat ciblé, autant effectivement balancer 3 grenades dans une cité en passant, ça sera tout aussi efficace qu'un tir de rafale de Kalachnikov. Jérôme Pierrat, qui sont les tueurs? Souvent, c'est une population qui est, on va le dire, assez jeune. On le voit bien, de toute façon, vu le profil des victimes et des types qui sont de temps en temps arrêtés. C'est plutôt des vingtenaires. C'est des gens qui sont... Alors on lit un peu, qui sont recrutés sur les réseaux sociaux. Généralement, il n'y a pas de génération spontanée. C'est quand même des gens qui ont un pied dans ce trafic, qui suivent ces histoires et qui vont avoir des prédispositions, qui vont se proposer, Alors après, on voit bien que c'est pas des tueurs très professionnels, c'est des gamins à qui on donne une arme, à qui on donne quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros. Il y en a qui cèdent courageusement avec un peu de cocaïne dans le nez pour oublier la peur qui peut les tenailler, et puis on fonce dans le tas. Voilà. Donc en gros, c'est des gens comme ça. Et puis en face, le profil des victimes, on voit qu'il rajeunit. Alors ça, c'est dû au changement de tactique. C'est-à-dire qu'avant, on ciblait des caïds. Donc les caïds, ils ont généralement pas 20 ans. Ils ont 30, 40 ans, 45 ans. Ces caïds dont on parle souvent, ils sont partis à l'étranger majoritairement. Il n'y a plus personne dans les quartiers. Dans les quartiers, vous avez ce qu'on appelle des ouvriers, des smicards du trafic, c'est-à-dire le bas de l'échelle. Le trafic, c'est du capitalisme sauvage. Vous avez un patron en haut et puis ça descend comme ça dans la hiérarchie. Ceux que vous voyez sur le terrain,
c'est le premier niveau, le premier maillon de la chaîne, c'est-à-dire ce sont les plus moins jeunes à qualifiés. qui on a commencé par dire on te file 5 euros ça, pour que des tu gamins, nous dises voilà. quand quelqu'un arrive et qui petit à petit sont montés dans la hiérarchie de cette entreprise. Mais sur le terrain, voilà, ce sont uniquement les gens de 15, 16, 17 ans. Donc dès l'instant où commencez à viser le terrain, vous allez tuer des gens de 15, 16, 17 ans et non plus des trentenaires. Donc c'est pas une volonté de viser des mineurs, c'est juste que de fait la stratégie implique que vous allez tuer et il y aura des victimes collatérales et des gamins de 15 ans. Et donc c'est ce qu'on voit maintenant apparaître à peu près partout.